Binge Audio. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Récemment, au volant de ma voiture, j'ai pris conscience de l'emprise qu'ont les réseaux sociaux et les écrans sur moi. En roulant, sans m'en rendre compte, j'ai attrapé mon téléphone, scrollé Instagram et commencé à lire une publication qui m'intéressait beaucoup. Puis de façon semi-consciente, je me suis vue décider de la lire jusqu'au bout, car si je reposais mon portable, l'appli allait se réactualiser et je passerais pour toujours à côté d'informations qui sur le coup me semblaient vitales. En tout, il s'est bien écoulé 15 secondes avant que je réalise ce que j'étais en train de faire, soit assez de temps pour mettre en danger ma vie et celle des autres. Évidemment, c'était un comportement dangereux et alarmant qui me porte à penser que les smartphones ont pris dans nos vies une place pas du tout anodine. D'un autre côté, je crois que je suis un peu fatiguée par les remarques moralisatrices qu'il m'arrive d'entendre dans des contextes plus sécures. Par exemple, j'aimerais bien normaliser le fait de pouvoir, dans certaines soirées, regarder 5 minutes mon téléphone sans que des gens me disent que de nos jours, on ne sait plus profiter de l'instant présent. Quand j'entends ce genre de remarques, je me demande ce que diraient ces personnes si elles savaient que j'annule parfois des soirées entre amis, car la perspective de passer 4 heures sur Twitch me motive davantage. Elles diraient sans doute que les réseaux sociaux et les écrans nous isolent. Mais est-ce toujours vrai ? Personnellement, je crois être devenue plus empathique et plus consciente du monde autour de moi grâce aux réseaux sociaux. Certaines de mes histoires d'amour les plus notables n'auraient jamais existé sans Internet. De même, cela fait plus de 10 ans que mon meilleur ami et moi entretenons une conversation ininterrompue par audio WhatsApp interposé, servant tantôt à nous distraire, tantôt à nous guérir, et honnêtement, rien sur Terre ne me comble plus que ce lien-là. D'après un sondage réalisé par le think tank Destin commun en 2024, 50% des Françaises préféraient vivre dans un monde où les réseaux sociaux n'auraient jamais été inventés. Le truc, c'est qu'on manque encore de données pour savoir ce que les écrans, les réseaux et la culture Internet nous font vraiment. Ces gens ont-ils raison ? Est-ce que revenir à la vie d'avant les écrans changerait vraiment quelque chose ? Pour aller bien, pour aller mieux, faudrait-il renoncer à Internet et aux réseaux sociaux ? Pour en discuter, j'ai convié 2 professionnels du sujet qui, chacune à leur façon, m'ont beaucoup fait réfléchir à la question. Lorraine Legal et Sabine, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Lorraine Legal, tu es créatrice du podcast « Et si tu posais ton tel ?» Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est né ce podcast et pourquoi est né ce podcast ? Ouais, déjà merci pour l'invitation. Le podcast, à la base, ça vient de sujet de mémoire en design où je me suis intéressée à ces problématiques. Et si ces problématiques me sont venues, c'est quand même pas un hasard. C'est que personnellement, je me suis bien rendu compte que j'avais un peu de mal à me réguler avec les écrans. J'ai jamais trop été dans la modération, on va dire que je suis pas du genre à prendre un cookie et m'arrêter là. Donc là, c'est la même chose avec les séries, avec le scroll, etc. Et donc, quand je suis partie de chez mes parents à 17 ans, je me suis retrouvée face à un océan de liberté. Et là, j'ai testé mes limites en regardant des séries sous la douche, en regardant absolument tout le temps quand je faisais rien et quand je faisais quelque chose. Et donc, ce sujet m'a parlé. Et comme je faisais des études en design, le pouvoir du design sur nos comportements, on le verra, on en reparlera, est énorme. Et donc, c'était à la fois très personnel, un sujet qui me touchait moi personnellement, avec lequel je cherchais à trouver un équilibre et à tester mes limites, et en même temps un sujet sur lequel j'allais avoir une responsabilité professionnelle par le design, et donc ça liait tout ça. Tu parles de design, donc en fait tu fais de l'UX, de l'UI, c'est-à-dire tu crées en fait des interfaces, des sites internet par exemple, des applications, c'est bien ça ? Exactement, je crée des applications, des logiciels, et donc forcément je vais influencer la manière dont les personnes vont l'utiliser, je vais influencer le temps qu'ils vont passer dessus, la manière dont ils vont interagir avec, et donc je peux choisir de les concevoir de manière éthique, en répondant à leurs besoins, ou de mettre de la malveillance, je sais pas, mais en tout cas d'avoir des objectifs qui vont être plus économiques, qui vont être plus de garder l'utilisateur présent, de lui donner plus de publicité, de le faire cliquer sur une option plus chère, et on a vraiment ce pouvoir-là en tant que designer d'influence. Donc ce podcast, Et si tu posais ton tel, c'est un podcast qui parle d'hyperconnexion. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que l'hyperconnexion ? Ouais, alors l'hyperconnexion, c'est le fait que déjà on est dans un monde hyper connecté parce que le numérique est partout. Ça s'est inséré dans toutes les sphères de notre vie, dans notre travail, dans l'amour, dans la santé, dans nos quotidiens, dans nos divertissements, et ce qui fait qu'on va passer énormément de temps en ligne, et parfois trop de temps, parfois avoir du mal à se réguler et avoir du mal à trouver un équilibre avec ça. Donc tu t'adresses aux ados principalement, ou tu t'adresses à tout le monde ? Au grand public. Mon mémoire était sur les adolescents parce que c'est une cible prioritaire, parce que ils sont en plein développement, donc forcément c'est intéressant et c'est important pour eux déjà avoir une éducation là-dessus. Mais je m'adresse à un public plus large parce que en fait on est tous confrontés à ces questionnements, et c'est intéressant d'ailleurs d'en parler avec toutes les générations. On a tous des choses à dire, on est
en perpétuel questionnement et recherche d'équilibre. Sabine, toi, tu es créatrice de contenu, notamment sur YouTube. Et ta biographie, c'est « Je overthink ce que je vois sur les réseaux ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ? Ouais, je fais des vidéos YouTube, ce qu'on appelle en fait des vidéos essais. Donc, je disserte sur des sujets propres aux réseaux sociaux. Donc, je prends des trends que je vois sur TikTok notamment. Et voilà, pendant 20 minutes, je vais apporter de l'esprit critique dessus. C'est pour ça que je dis « Je overthink » parce que, en fait, je méta-analyse des vidéos qui sont parfois très légères ou qui sont inspirationnelles et que les gens en fait consomment sans vraiment trop réfléchir, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'apporter de la réflexion et parfois se prendre un peu trop la tête sur ces sujets-là, parce qu'au final ils sont plus profonds que ce qu'on pourrait croire. Alors parmi les sujets que tu abordes, on peut en citer certains. Tu as fait une vidéo sur les riches qui vivent simplement dans des fermes notamment et puis qui en font des contenus. Elle est géniale, vraiment je la recommande. Les influenceurs, influenceuses sont-ils tous gênants ? Tu t'es posé cette question. Les dérives des vidéos de bébés et le charity porn par exemple, donc c'est ces gens qui se filment en train d'être généreux, et c'est vrai que moi ce que j'apprécie particulièrement, peut-être parce que c'est ce qu'on essaye de faire aussi ici, c'est que t'essayes pas de juger les gens, t'essayes plutôt de les comprendre, et souvent on a l'impression par exemple sur ces influenceurs qui seraient tous gênants, en fait t'essayes de les comprendre et t'essayes de montrer que peut-être ils sont pas si différents de nous. Enfin voilà, il y a quelque chose je trouve qui nous rend un peu humble aussi dans ta manière d'analyser les choses, que j'aime beaucoup. Et je voulais te demander justement, c'est quoi au fond l'objectif de ces vidéos ? Est-ce que c'est de mieux comprendre la société à travers ses usages d'internet ? Est-ce que pour toi étudier les créateurs, créatrices de contenu, c'est étudier une époque et étudier peut-être nos travers C'est très joliment dit. J'ai changé ma bio en fait. Ouais, je pense que les réseaux sociaux disent beaucoup de qui on est et de ce qu'est la société aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est intéressant d'y réfléchir. Typiquement sur les influenceurs sont-ils tous gênants ? Je trouvais ça intéressant de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on consomme autant de vidéos avec des influenceurs et pourquoi on les trouve aussi gênants dans la vie réelle. Quand on croise des Instagrammeuses se prendre en photo sur la plage, tout le monde ricane, alors qu'en fait c'est des Instagrammeuses qui ont des millions d'abonnés. Donc en fait pourquoi il y a ce paradoxe-là ? Et ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Avec vous deux et puis avec Daniel Batoula qu'on va recevoir tout de suite, je voudrais qu'on s'interroge sur ce que les écrans, les réseaux sociaux, la culture internet même font à notre santé mentale. Est-ce qu'avoir une vie quotidienne remplie d'écrans, c'est forcément aliénant, déprimant, angoissant ? Est-ce que les gens nés dans les écrans, comme toi Lorraine je crois, puisque tu fais partie de la Gen Z, sont condamnés à être malheureux, malheureuses ? Est-ce qu'on peut imaginer des quotidiens joyeux et sans anxiété malgré nos usages des réseaux et des écrans ? Pour continuer cette conversation, on va recevoir Daniel Batoula. Bonsoir. Salut Daniel. Est-ce que toi, en tant que psy, tu vois une recrudescence des problèmes psy liés aux écrans ? Alors moi, personnellement, dans ma pratique, non, parce que c'est pas les gens qui viennent pour ça, ou c'est pas mon public, on va dire, où les gens n'en parlent pas, en fait, parce qu'il y a peut-être d'autres problématiques avant à traiter, et on parle pas particulièrement des écrans, mais des collègues qui sont en pédopsychiatrie, qui voient plus donc des jeunes enfants ou des adolescents, oui, il y a quand même clairement quelque chose avec les écrans. Les parents viennent en consultation parce que leurs enfants consomment trop d'écrans. C'est pas les enfants qui viennent eux-mêmes en général, et donc il y a beaucoup de choses qui sont, ils en parlent énormément, donc ça il y a beaucoup plus de sujets. Mais le problème en général, c'est quoi ? C'est les écrans en eux-mêmes, c'est-à-dire on est attiré par cet petit objet lumineux, ou c'est plutôt l'envie d'aller sur les réseaux sociaux très jeune ? C'est quoi en général peut-être la comparaison qu'on a dès qu'on s'inscrit sur un réseau social qui est mauvais pour l'image de soi ou... Alors la problématique principale, c'est le temps qu'ils vont passer devant les écrans. Donc les parents viennent avec leurs enfants en disant ils passent tant et tant de temps devant leur écran. En général, ils savent pas exactement tout ce qui est fait devant l'écran parce qu'ils sont pas là pour vérifier ou pour regarder. Et ensuite, quand on peut creuser ou quand les gens viennent pour eux-mêmes, ils peuvent dire bon, je viens parce que je passe trop de temps sur ça ou sur ça, sur un jeu vidéo ou sur cette application-là ou sur ce réseau social-là. Mais en général, quand c'est pour les enfants, c'est le temps global d'écran. Alors, il y a une psychologue spécialiste de la souffrance au travail, Marie Peset, qu'on avait reçue d'ailleurs chez Binge Audio dans un podcast sur le burn-out, animé par Judith Duportail, qui, elle, s'inquiète notamment de cette fatigue cognitive engendrée par le digital. C'est-à-dire le fait qu'en fait, dès lors que tout ce qu'on fait est dématérialisé, je sais pas, par exemple, pour déclarer vos impôts, vous devez... forcément obligatoirement passer par un écran, en fait tous les services auxquels vous pouvez faire appel sont des écrans, et donc ça n'est pas rien pour nos yeux mais aussi pour notre cerveau. Toi Lorraine, c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'alarme de ta position ? Oui, alors d'une manière générale, le temps d'écran il est aussi dû au fait qu'on a du mal à se contrôler.
Et donc, forcément, on va se passer plus de temps qu'on voudrait, donc surcharger notre cerveau. Notre cerveau a besoin d'attention, a besoin d'activités dans lesquelles on va être pleinement concentré, dans lesquelles on va pouvoir se poser un moment et développer cette énergie. Et là, on se prend tout un tas de contenus à la suite des uns des autres qui sont certes très stimulants, mais même surstimulants et qui vont être très fatigants pour le cerveau parce qu'on n'a pas du tout le temps de se poser et on doit ingurgiter tout ça. C'est comme si, au lieu de courir un marathon, on faisait que des start and stop directement. Et donc, forcément, on se retrouve toujours un peu dans un brouillard mental qui peut être très désagréable. Pour autant, Daniel, est-ce que l'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux, c'est une maladie? Est-ce que c'est reconnu comme tel? Est-ce que ça alarme les psychiatres notamment? Alors, je pense que ça alarme les psychiatres, mais malheureusement, c'est pas encore reconnu comme une maladie. C'est-à-dire, pour donner un point de comparaison, il y a l'addiction aux écrans, ou l'addiction aux jeux vidéo, pardon, qui a été reconnue depuis 2018, mais par contre, on n'en parle pas d'addiction aux écrans ou d'addiction aux réseaux sociaux parce que ça manque de recherche, on manque d'outils pour bien mesurer exactement combien de temps ont passé chaque personne et puis de faire des comparaisons avec d'autres personnes qui ne consomment pas ou qui consomment jamais parce que comme tu l'as dit, maintenant on est dans un monde tout digital, tout connecté et donc les gens qui n'ont pas accès ou qui ne regardent pas d'écran du tout se font de plus en plus rares. Ce que je trouve intéressant avec ce sujet, c'est qu'en fait, on a très très peu de recul encore. Là, on est en 2024 et pour l'instant, comme tu le dis, on n'est pas sûr. Il y a une étude publiée en novembre 2023 de Oxford Internet Institute qui montre qu'on n'arrive pas à démontrer, par exemple, que les écrans ou les réseaux seraient mauvais pour notre santé mentale. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas mauvais, ça veut juste dire que pour l'instant, on ne sait pas. Donc, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est dans cette conversation, c'est aussi d'avoir une approche humble parce que, encore une fois, peut-être que si on se réécoute dans 10 ans, on se dira qu'on s'est un peu planté sur certains trucs. Donc voilà, même chers auditeurs, je vous invite à nous écouter avec parcimonie. Il y a des sujets où il y a des études qui sont faites depuis bien plus longtemps, mais là, voilà, on est un peu dans de l'hypothèse. Lorraine, pour toi, est-ce que l'hyperconnexion, c'est immédiatement problématique? Comment on le sait? Est-ce que dans ton cas personnel, quand est-ce que tu as senti que ça devenait un problème? Alors moi, j'ai un peu illustré les pires excès que j'ai pu faire quand j'ai dû chercher un peu mon équilibre toute seule. Mais pour moi, l'hyperconnexion est pas forcément problématique. Ça dépend comment on voit les choses. Ça dépend de son ressenti. Est-ce que je passe 4 heures sur un écran, mais je me sens super bien et en fait, c'est une activité parmi tant d'autres? Ou est-ce que ça devient la totalité de ma vie? Je me sens mal. Même si j'y passe que 1 heure, en fait, je ressors et je suis vraiment déprimée ou je m'en veux, je culpabilise parce que c'est pas ce que je voulais faire, etc. Donc, il y a vraiment déjà une écoute de soi qui est nécessaire pour voir quel est son rapport parce qu'on est tous très différents là-dessus et il n'y a pas de normes. On peut même pas juger un temps d'écran pour dire si tu dépasses tel temps, c'est que tu es hyper connecté et que c'est mauvais pour toi. C'est vraiment comment je me sens, qu'est-ce que je consomme, de quelle manière, est-ce que je suis en harmonie avec ça? Et pour mon cas personnel, il peut y avoir des moments où je vais me sentir un peu mal et où je sais que je vais devoir mettre des choses en place pour retrouver un usage qui me convienne mieux et des moments où je vais passer des semaines où je suis en harmonie et pour autant je peux passer quand même 30 minutes, 1 heure à scroller dans ma journée et me dire là franchement c'était la meilleure activité que j'avais à faire et ça me convient. C'est vraiment une question de savoir comment on se sent et si on est aligné avec la pratique qu'on a. Toi Sabine, tu es créatrice de contenu et en plus tu parles d'internet, des réseaux, des usages, des influenceurs, des influenceuses. Est-ce que tu te sens aspirée par le monde virtuel? Est-ce que ça impacte parfois ta santé mentale? Ouais, carrément. Alors je connaissais pas le concept de fatigue digitale, mais c'est effectivement un truc que je ressens, le fait d'être constamment sur mon téléphone ou sur l'ordi en train soit de produire du contenu pour les réseaux sociaux et quand je fais une pause, je suis encore sur les réseaux sociaux. Donc c'est un vortex en fait, effectivement. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas une vision harmonieuse, disons, de ma consommation des réseaux sociaux parce que même quand c'est moi qui crée du contenu, donc quand je fais des stories par exemple, qui me demandent un peu du jus de cerveau, etc., j'ai quand même un sentiment de culpabilité à la fin de me dire 1 heure sur Instagram, ok. Alors qu'en fait, j'ai fait quelque chose de productif ou de professionnel et que je pourrais ne pas avoir cette vision-là de ma consommation. Mais oui, j'ai effectivement une fatigue digitale et de la culpabilité, quoi. Est-ce qu'en tant que productrice de contenu, tu te dis oh là là, je participe à ce grand mouvement des gens qui vont de plus en plus sur les réseaux, sur YouTube, sur TikTok, et en plus c'est polluant. On sait très bien aujourd'hui que nos contenus ils sont hébergés sur des serveurs qui polluent. Alors c'est marrant parce que j'avais pas cette forme de culpabilité, mais je devrais peut-être plus y penser. Et ben maintenant oui. J'y pensais pas. Si, il y a des moments où je me dis non, enfin je me dis pas ça. Non, je me dis pas ça parce que je fais plutôt du contenu sur YouTube. Et j'ai l'impression que c'est pas pareil, qu'en fait les gens, s'ils regardent mes vidéos, parfois ils les regardent en mode podcast, donc je me dis ouais, ils sont pas trop sur l'écran finalement. Ou alors ils me regardent un peu sur la télé ou comme une série, donc j'ai l'impression que c'est pas pareil que de produire du contenu en format court, d'autant plus qu'en format court c'est un peu plus divertissant.
Et là, j'ai essayé de m'y mettre à faire du format court. Et c'est vrai que là, j'ai eu un peu plus de retenue de me dire, là, je vais publier quelque chose de très léger. Quelle est ma valeur ajoutée dans ce monde, en fait? Pourquoi est-ce que je rajoute ces 2 minutes de temps sur Internet qui vont faire perdre du temps aux gens? Voilà, au final, ils vont s'amuser, mais ouais, j'ai eu un peu plus cette question-là. Sans culpabilité, mais voilà, la question s'est posée. Alors Lorraine, toi ton podcast, j'ai l'impression que ta démarche c'est pas du tout d'essayer de nous faire culpabiliser vis-à-vis de l'hyperconnexion, mais c'est plutôt d'essayer de nous transformer peu à peu, non plus en consommateurs, consommatrices de contenu, mais plutôt un peu en acteurs, actrices, enfin voilà, reprendre un petit peu le pouvoir sur notre façon de consommer. Et pour ça, tu proposes à travers tout un tas d'épisodes et de rencontres avec des professionnels, tout un tas d'outils. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ces outils, sur ces pistes que tu proposes. Je vais t'en donner certaines et puis tu nous expliques et tu nous dis si ça marche ou si c'est n'importe quoi. Ok, ça marche. Tu nous proposes un moment de traquer ton temps d'écran pour prendre conscience de l'ampleur du problème. Ouais, ça c'est vraiment pas mal, surtout au début pour se plonger dans le sujet. Avant de regarder son temps d'écran, même on peut faire une hypothèse de combien de temps on pense qu'on passe et le comparer à la réalité. Et c'est souvent un bon électrochoc pour voir si finalement peut-être qu'il va falloir que je contrôle un peu ça. Et si on commence en plus à le calculer en tant que ça fait par semaine, par mois, par an, par vie, on commence tout de suite à avoir un petit électrochoc de bon, ok, est-ce que je veux vraiment passer ce temps-là ou dans ce cas-là, qu'est-ce que je veux supprimer ou réduire et qu'est-ce qui m'apporte vraiment des choses? Est-ce que ça marche toutes ces façons de faire en sorte que le contenu soit un peu moins attractif, du genre par exemple à un moment où les gens passaient beaucoup leur contenu en noir et blanc? Est-ce que ça fonctionne ça? Un des principes qui fonctionne, et du coup le noir et blanc en est un bon exemple, c'est ajouter de la friction. Donc là je refais un petit pont avec le design, mais en gros ces applications, ce pourquoi elles nous rendent si accros, elles nous aspirent, c'est parce qu'il n'y a aucune friction. C'est-à-dire que quand on est dessus, quand on est sur l'application, on est dans un tunnel et on ne voit aucune sortie, tout roule, tout se déroule sans aucun effort. On nous demande le moins d'efforts possible pour qu'on ait aucune interaction, aucun moment de respiration où on pourrait se dire peut-être que là je vais m'arrêter. Et donc on se pose pas la question. Donc rajouter de la friction, noir et blanc, c'est un bon exemple, c'est-à-dire rajouter une contrainte, quelque chose d'un peu désagréable. Là, c'est moins attractif de regarder Instagram en noir et blanc et je vais pas vraiment être aspirée. Donc c'est un bon exemple et je peux citer aussi, j'espère pas te couper l'herbe sous le pied, mais des applications de blocage qui peuvent aussi rajouter de la friction, qui vont te demander veux-tu vraiment passer du temps, ou qui vont te demander une intention, ou combien de temps veux-tu passer. Et donc c'est des manières de prendre du recul et de se retrouver à se questionner et sortir du vortex dans lequel on peut rentrer. On vous partagera, chers auditeurs, des noms d'applications dans les sources sur le site de Binge Audio, binge.audio. Dans le même genre, est-ce qu'on peut parler de ces outils qui nous permettent par exemple de ne consulter nos emails que 4 fois par jour ou 5 fois, ou voilà. Moi, je sais que je consulte mes emails environ 5 fois par heure pour une raison absurde, mais ça m'obsède. J'ai tellement peur de rater un mail qui n'arrive jamais en réalité à part des pubs. Oui, voilà, il y a des outils qui sont paramétrables aussi et qui peuvent permettre en fait, de tout simplement dire ok, maintenant c'est 2 fois par jour et en fait. Comme ça, quand j'y vais, je prends le temps de regarder vraiment mes mails, d'y répondre, etc. Et ça me parasite pas en permanence. Donc ces bloqueurs-là, ils permettent vraiment de retrouver une conscience et des temps dédiés à ces choses-là et d'éviter le côté réflexe qui fait qu'on s'interrompt tout le temps, alors que peut-être qu'à un moment, il va falloir que je sois concentrée dans une autre tâche, quoi. Et ça, c'est vraiment un des problèmes de l'hyperconnexion, c'est le fait de s'interrompre tout le temps. Et d'ailleurs, dans les pistes qui sont suggérées dans ton podcast, il y a aussi le fait d'aller mettre son portable dans une autre pièce quand on travaille. Je sais plus qui est la personne qui explique ça dans ton podcast, mais il y a quelqu'un qui dit en fait, c'est dingue. Il y a des études qui ont montré que si vous avez votre téléphone, même pas juste sous vos yeux, mais dans la même pièce, vous allez beaucoup plus y penser. Ça va beaucoup plus vous couper que si vous l'avez mis dans votre chambre, dans votre salle de bain. Toi, tu remarques ça pour tes usages personnels? 100% du temps. C'est hyper. Je vous invite vraiment à l'essayer chez vous. C'est bluffant. Juste le fait de ne pas être dans la même pièce que son téléphone, on rentre dans un état de concentration, un état de flow, on appelle ça, qui est super efficace. Et dès qu'il va être à côté de nous, plus vous le rapprochez, plus vous allez avoir tendance à le prendre, à vous auto-interrompre. Ces études dont tu parles montrent que c'est le même effet que si vous aviez un énorme gâteau au chocolat juste à côté de vous. Et à un moment, on va zioter, quoi. C'est impossible de rester concentré. Et donc, s'il est à côté de vous éteint, mais que vous le voyez pas, vous perdez 20%. Et si en plus il est à côté de vous sur la table, vous reperdez 20% de plus dans vos capacités d'attention cognitive à répondre à un exercice. Donc vraiment, pour le coup, ça c'est un excellent conseil sur des moments de travail, de concentration, le mettre carrément le plus loin possible, loin dans une autre pièce. Ça c'est hyper efficace et instantané surtout. Sur la question
question des contenus qu'on consomme maintenant, t'interroges aussi sur comment créer un espace safe. Un espace safe, c'est-à-dire un endroit où, en fait, en gros, quand on ouvre nos réseaux, on n'est pas traumatisé, où on tombe pas sur des choses qui vont nous faire tomber dans tout un tas de travers ou autres. Tu conseilles de rééduquer ton algorithme. Ça veut dire quoi, rééduquer son algorithme ? Ça veut dire que je me pose régulièrement la question de ce contenu, est-ce qu'il me fait du bien ou non ? Ce contenu, est-ce que j'ai envie de le voir ? Et parfois, ça peut être se poser des questions un peu dérangeantes. Ça peut être, ok, par exemple, je suis une photographe, mais cette photographe, elle fait aussi du contenu lifestyle. Et en fait, je me compare beaucoup à elle. Elle s'expose, elle se met très en avant, elle est très belle et elle me fait complexer. Et je m'en veux parce que j'aime beaucoup son travail de photographie. Mais en fait, à un moment, je l'ai unfollow parce que ça me faisait du mal, en fait. Et ça va être sinon voir que mon algorithme, il a capté que ça retenait mon attention, d'avoir du contenu pareil, ventre plat, c'est horrible, mais c'est vraiment le truc moi qui va m'accrocher malgré moi. Et du coup, l'algorithme va vouloir m'en pousser encore plus, sauf que c'est pas ce que je veux voir quand je me connecte sur Instagram. Il y a plein d'autres choses que je veux voir, mais pas des tas d'influenceurs qui m'invitent à avoir un ventre plat en permanence. Et du coup, là, je me dis, ok, par exemple, récemment, j'ai justement enlevé le mot ventre plat des suggestions. Et donc maintenant, mon Instagram ne me propose plus de publications avec ventre plat dans la description. Donc, ça peut être, je ne veux plus voir de contenu de cette personne ou de cette thématique, etc. Et à contrario, je peux dire, je veux voir plus de contenu comme celui-ci. Je peux aussi avoir des créateurs en favoris et ne regarder que les favoris dans mon fil d'actualité. Enfin, il y a plein d'astuces comme ça et j'invite vraiment à réfléchir à quel contenu nous faire du bien et peut-être à le faire évoluer en permanence aussi, à se reposer la question régulièrement. Quand on préparait cette entrevue, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est en fait on n'est pas plus fort que ces contenus et il faut prendre conscience que ces contenus, qu'on le veuille ou non, ils ont un effet sur nous, même si c'est des trucs que objectivement on trouve un peu débiles, et en réalité ça va quand même avoir une influence. Ouais, exactement. Je pense la première étape pour avoir de l'esprit critique quand on scrolle sur les réseaux, c'est d'accepter le fait qu'on est influencé par ce qu'on regarde, simplement par exposition à ces contenus, même si on pense être quelqu'un de très intelligent avec tous les outils d'esprit critique. Et là, en l'occurrence, je faisais référence à la vidéo que je prépare qui sort bientôt, qui était sur la beauté. Donc, j'ai quand même réfléchi plusieurs semaines sur ce sujet. Je sais qu'il faut pas prendre ces contenus au pied de la lettre. Et pourtant, ça m'a impacté. Maintenant, je me regarde dans le miroir et je vois que mes défauts. Et je me dis, attends, peut-être que... Alors que je sais que non, en fait. Que j'ai un esprit critique dessus, mais juste par exposition, ça m'a impacté, quoi. Quand on parle de faire ce travail de rééduquer son algorithme, moi je pense tout de suite au contenu politique. Les réseaux sociaux, c'est aussi un espace où on peut partager tout un tas d'injustices. Je sais que ces derniers temps, les réseaux, notamment Meta, ont tendance à moins montrer de contenu politique. Il faut aller dans vos paramètres et rechoisir de voir du contenu politique pour en voir. Est-ce que c'est pas aussi une possibilité que permettaient les réseaux de voir tous ces contenus ? Est-ce que c'est pas alarmant de se dire que à force de se dire peut-être on veut mettre les gens dans une bulle safe, on veut pas leur montrer qu'il y a des drames terribles à l'autre bout de la planète, juste on n'est plus au courant, quoi. C'est effectivement un risque si on est trop cloisonnant, mais en même temps, les réseaux sociaux vont plutôt avoir tendance à nous pousser déjà dans des bulles de filtre, c'est-à-dire à nous donner du contenu qu'on consomme déjà, ou alors du contenu très engageant pour les algorithmes, c'est-à-dire des choses soit très divertissantes, soit très dans les trends, etc. Et donc c'est déjà pas tellement comme ça que ça nous ouvre. Donc l'astuce, par contre, si on veut rester ouvert, et je le conseille effectivement, ça va être d'aller suivre soit des comptes journalistiques, où là on est quand même opposé à plus du contenu quand même plus construit et pas n'importe quel influenceur complotiste qui va débarquer dans notre algorithme. Mais ça va être même de volontairement aller suivre des personnalités qui sont pas forcément dans son point de vue, mais qu'on choisit quand même d'aller suivre, voire même avoir plusieurs comptes Instagram, un compte pour voir des petits chiens et un compte pour voir du contenu plus construit, plus féministe, plus politique, plus écologique, en fonction de son mood. En fait, on peut tout inventer avec les outils qu'on a actuellement et les penser de manière à faire nos outils et à pas être les esclaves des outils et des GAFAM. Et d'autant que j'ai l'impression que parfois les plateformes se trompent. Je lisais le témoignage de quelqu'un qui racontait que elle s'était abonnée à Netflix à un moment où elle était dans une phase de dépression, et donc Netflix ne lui montre que des films profondément déprimants parce que c'est ce qu'elle voulait consommer à ce moment-là. Et en fait, un jour, elle a découvert le Netflix de quelqu'un d'autre et elle s'est rendue compte qu'il y avait des trucs hyper fun. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais ces réseaux qu'on imagine tout puissants, à la fois parfois ils sont complètement à côté de la plaque. Enfin, il y a quelque chose d'un peu bizarre à imaginer ça, qu'en fait juste son Netflix s'est trompé
tromper, quoi. Oui, il est un peu bête et méchant, Netflix. Il va vous proposer ce que vous aimez déjà ou ce qui marche auprès des autres, mais il peut pas vous faire sortir de votre zone de confort, vous faire essayer des nouvelles choses. Donc là, dans ce cas-là, peut-être il faut aller sur les réseaux pour discuter avec des gens et essayer de trouver des choses différentes, ou aller dans la vraie vie, évidemment. Mais effectivement, les algorithmes ne sont pas tout puissants et il faut rester ouvert. Voilà, parce que au contraire, les algorithmes ont tendance à nous cloisonner dans ce qu'on aime déjà. Tu rappelles aussi, Lorraine, que nous non plus, on n'est pas tout puissant. Et notamment, quelque chose que tu as dit qui m'a fait beaucoup de bien, c'est arrêter de scroller, arrêter de se faire prendre au piège, ou se dire, OK, là, j'arrête, ça fait 1 heure que je suis sur Instagram. Ça demande aussi une espèce de volonté que parfois, on n'est pas juste, en fait, parce qu'on est fatigué. Et que quand on est fatigué, notamment le soir, en fait, quand on rentre du travail, par exemple, et en fait, on n'a pas toujours la volonté de dire stop. Et ça, je trouve ça cool et déculpabilisant, parce que c'est vrai que c'est ce que tu racontais un peu au début. Parfois, on est dans des boucles de scroll comme ça. Et après, on est oh là là, mais je suis horrible, je fais rien de ma vie, et finalement ça sert à rien, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a des fois, il faut s'autoriser que cette soirée-là, c'était une soirée pour laisser son cerveau planer. Peut-être que même on a passé un bon moment. Hein. C'est pas parce qu'on a scrollé qu'on a forcément perdu notre temps. On peut avoir appris des choses, vu des choses qui nous ont fait rire. Faut prendre du recul. C'est pas forcément diabolique, en fait, les réseaux sociaux. Faut arrêter de se culpabiliser pour un oui ou pour un non. Et effectivement, on a un stock de volonté et à la fin de la journée, c'est plus compliqué. Après, si c'est vraiment une habitude avec laquelle on n'est pas en accord, on peut trouver des stratégies et par exemple préparer une petite liste de choses qu'on veut faire et qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, qui sont cocooning pour le soir et pour éviter le téléphone et décider de laisser son téléphone quand on rentre chez soi dans un panier à l'entrée et se créer une nouvelle routine. Il y a aussi des choses à réinventer. Pour autant, j'invite personne à culpabiliser. En plus, on l'a dit avec le design, mais ces outils sont conçus pour qu'on passe ce temps-là et que exploiter cette fatigue mentale et nous garder sur leurs applications. Donc, ça fait pas de vous un être humain médiocre ou moins bon parce que vous avez scrollé, quoi. Mais alors justement, tu l'expliques bien, ces outils, ils sont vraiment conçus pour ça. Mais du coup, est-ce que c'est, on parle depuis tout à l'heure de solutions individuelles. Est-ce qu'on peut vraiment espérer réguler ça au niveau individuel? Est-ce que c'est pas plutôt une question collective, politique, juridique aujourd'hui? Est-ce que la loi, le droit encadre ces usages et est-ce qu'on pourrait faire plus pour toi? Alors, quand j'ai commencé un peu mes recherches là-dessus, c'était un peu le désert sur le côté politique. Mais là, ça commence vraiment à être un sujet sur la table. C'est, mine de rien, un sujet qui touche beaucoup de monde, qui est pas trop engageant politiquement, droite-gauche, etc. Ça parle un peu à tout le monde. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent. Notamment, là, Emmanuel Macron a lancé en janvier une commission une commission des écrans. Des experts sont venus étudier cette problématique, surtout sur les enfants et sur les adolescents. Ils ont sorti un rapport en avril et ils ont un mois pour faire proposer des lois. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent. Néanmoins, on est assez limité en France, dans le sens où les décisions doivent être prises au niveau européen, notamment parce qu'il y a des sièges de géants du numérique qui sont dans d'autres pays d'Europe et du coup on ne peut pas forcément leur imposer des législations comme on le voudrait. Donc c'est vraiment important d'avoir cet engagement au niveau européen. Après, il y a ces dernières années pas mal de choses qui ont été mises en place, notamment pour des meilleures modérations. Ça se passe beaucoup au niveau du contenu, plus de transparence sur les algorithmes, sur la publicité, le droit des données. Mais je trouve qu'on peut aller encore plus loin. Il y a quand même des petites initiatives et des petites choses qui sont mises en place. Par exemple, je pense au dark pattern, encore une fois, dont je parlais, le côté design addictif. Les dark patterns, c'est un peu ces espèces de manières piégeuses de nous avoir, c'est ça? Exactement, c'est les designs qui ont été conçus pour créer des pièges, pour nous rendre addicts. C'est le dark dans le sens dark side, dans le sens malveillant, voilà. Et donc ça a été conçu purement dans des buts contre l'humain, on va dire, pour prendre son attention. Donc ça, forcément, c'est des choses qu'on cherche à réguler. C'est encore à ses débuts, mais c'est des choses qu'on cherche à réguler. Et par exemple, Meta a mis en place le fait que, depuis un moment maintenant, mais grâce à l'Union européenne, le fait qu'on puisse regarder son feed par chronologie, ou que ses favoris, alors qu'à la base c'était que l'algorithme. Donc là il y a quand même des choses qui sont un peu mises en place comme ça, mais qu'il faudrait pousser encore plus, parce que là il y a quand même des lobbies, des géants du numérique qui vont vraiment pousser le fait que non on donne à des associations pour les enfants, donc c'est pas grave s'ils passent un peu trop de temps sur nos réseaux. En tout cas on met des limites et des restrictions. Ah, comment ça, il les contourne en 2 secondes et ils sont tous hyper malins? Non, je vois pas de quoi vous parlez. Donc il y a plein de choses qui sont à faire, c'est sur la bonne voie, mais on peut encore faire plus. Et effectivement, c'est nécessaire que les gouvernements s'emparent de ça. La responsabilité individuelle est trop forte face à ces géants qui ont des moyens infinis.
Oui, et surtout, j'ai l'impression une absence de volonté parce que, par exemple, je lisais une réflexion de France Hogan, qui est donc cette ancienne salariée de Facebook à l'origine des Facebook Files, qui racontait, par exemple, que il serait tout à fait possible, par exemple, de créer de la friction, notamment sur les réseaux sociaux, par exemple, le soir, pour que des usagers soient moins poussés à rester sur leur réseau. Par exemple, si vous ralentissez un petit peu le scroll le soir, si à partir d'une certaine heure, ça devient plus dur de scroller, en gros, il faut passer son pouce plus de fois sur son écran, et en fait, plus facilement, on va avoir envie de se déconnecter. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire. En réalité, c'est juste que pour l'instant, on ne le fait pas, quoi. Oui, complètement. C'est complètement possible. C'est des choix design, encore une fois, de conception. Simplement, par exemple, tu parlais du scroll infini. Simplement, le fait de toucher pas les 10 contenus, dire vous venez de voir 10 contenus, voulez-vous continuer, ça laisse déjà une respiration pour se dire non, peut-être que là, je vais aller me coucher, quoi. Donc, il y a plein de choses comme ça qui pourraient être conçues beaucoup plus tournées vers répondre à un besoin humain, d'avoir de l'information, du divertissement, etc. Pas forcément un besoin très complexe, mais d'être quand même plus aligné avec qu'est-ce qu'on voudrait trouver sur ces réseaux, plutôt que comment leur prendre plus d'argent et leur prendre toutes leurs données et leur donner plus de publicité, c'est clair. Alors, je voudrais qu'on se parle de déconnexion, de culture de la déconnexion. Sabine et Daniel, est-ce que vous sanctuarisez des temps de déconnexion? Par exemple, moi j'ai une copine, elle éteint son téléphone le samedi, et quoi qu'il arrive, son téléphone est éteint. Il y a une patiente qui m'en avait parlé une fois, et puis ensuite j'ai écouté un podcast de Lorraine, et puis ça m'est revenu. Quelque chose que je fais, je mets mon téléphone en noir et blanc, justement, on en parlait avant, automatiquement le soir à partir d'une certaine heure. Alors c'est moins intéressant à regarder, donc automatiquement j'arrête, ou alors je me prolonge d'une demi-heure, et à chaque fois je dois prolonger d'une demi-heure, donc une nouvelle porte de sortie. Et il y a des moments où je me l'interdis complètement, où quand je rentre, je le mets à brancher et puis je fais autre chose. On en parlait juste avant l'épisode. J'ai la chance d'avoir 2 enfants. Et en fait, quand on a des enfants, il y a des moments où on est un peu obligé d'être déconnecté. Donc, pour leur montrer un certain exemple et leur dire, c'est peut-être pas une bonne idée de rester toute la journée sur un téléphone, je l'ai pas quand je suis avec eux. Donc, ça m'oblige à ne pas consommer. Et donc, les week-ends ou les jours fériés, ou quand je suis avec mes enfants, j'ai l'impression de moins être sur mon téléphone que quand je suis tout seul. Mais c'est vrai que ce rapport aux enfants, j'ai l'impression que, je connais beaucoup de parents et qui me disent, si tu veux que ton enfant soit pas sur son écran, en fait, ne sois pas sur ton écran. Moi qui suis greffée à mon téléphone, c'est honnêtement l'une des raisons qui me fait dire que je serais pas une très bonne mère, parce que je pense pas que j'arriverais à faire ça. Donc, tu confirmes que c'est un bon conseil à donner aux parents de ne pas trop regarder ces écrans. Oui, devant les enfants, bien sûr, c'est toujours la même chose. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Pour montrer quelque chose ou proposer quelque chose à quelqu'un, si on le fait, ça va les inciter à avoir un comportement similaire. Donc, si on n'est pas sur notre téléphone, ils vont pas être sur leur téléphone. Si on boit pas d'alcool, les gens vont moins boire d'alcool. Si on est en train de faire de la peinture, les gens ils vont aussi faire de la peinture, et les enfants également, et ce genre de choses, quoi. Sabine, toi, tu sanctuarises des temps de déconnexion? Alors, je sanctuarise pas, parce que j'avais essayé justement le noir et blanc, etc. Et finalement, je suis toujours revenue à l'utilisation habituelle d'Instagram et TikTok. En revanche, je trouve que c'est effectivement plus facile de pas regarder mon téléphone quand je suis avec des gens. Donc, si je suis pas chez moi, pas à l'intérieur de chez moi, déjà, c'est plus facile. Et si je suis accompagnée, effectivement, c'est d'autant plus facile. Mais je crois que j'ai arrêté d'essayer de sanctuariser des moments, parce qu'en fait, j'y arrive pas quand je le vois comme ça. Parce que je suis tout le temps en train de me dire je m'ennuie, en fait j'ai rien à faire à part ne pas être sur mon téléphone, voilà. Donc j'essaie de faire ça naturellement en me disant aujourd'hui je vais faire telle activité cool, il se trouve que je vais pas être moins sur mon téléphone, et c'est tant mieux plutôt que l'inverse en fait. Oui, donc en fait chercher à remplir sa vie avec d'autres activités que des activités qui impliquent des écrans peut être plus simple en réalité que de toujours donc être moins dans le refus de quelque chose. Exactement, plutôt de remplacer par quelque chose de plus sympa sans penser au téléphone. Et je viens de penser, il y a un moment que je sanctuarise, ça fait un petit moment que je l'ai mis en place, donc je m'en suis même pas rendu compte, mais c'est le soir ou la nuit en fait. J'ai pas mon téléphone dans ma chambre, et donc j'ai un réveil le matin ou une montre ou quoi, ce que vous voulez, mais parce que je me suis rendu compte à un certain moment que le matin je passais 15, 20, 30 minutes dans mon lit parce que j'avais mon téléphone et que je le regardais directement. C'est la première chose que je faisais en me levant, et je me dis non mais en fait ça me saoule et donc j'ai arrêté de l'avoir dans ma chambre, et du coup j'ai plus le téléphone dans la nuit en fait, et je trouve que c'est sympa. Je suis d'accord avec toi, je fais pareil en fait, je tiens à le dire. Ouais, effectivement ça aide beaucoup, parce que 20 minutes avant de se coucher et 20 minutes en se réveillant, ça fait quand même 40 minutes de téléphone dans la journée en plus, et effectivement ça m'a aidé aussi, et ça m'aide à sortir plus vite du lit aussi.
Et même si on n'a pas beaucoup de recul ou d'études pour l'instant par rapport aux méfaits des réseaux sociaux, des écrans, on sait qu'il y a un impact très important sur le sommeil. Donc le sommeil, c'est quand même quelque chose de primordial. Et on sait que regarder un écran 1 heure avant de s'endormir, ça va ralentir l'endormissement, le sommeil sera de moins bonne qualité, et il y aura plein de dérives qui vont se passer. Et le matin, alors, j'ai pas vu d'études sur le matin, mais en tout cas, comme tu l'as dit juste avant, Sabine, le réveil matin, quand on a le téléphone, sortir de son lit, c'est beaucoup plus difficile, j'ai l'impression, quand on a son téléphone avec soi. Même sans parler d'études non plus, mais déjà commencer sa journée par se mettre dans une attention très rapide, un peu fuyante, consommer du contenu, etc. C'est pas non plus une manière de bien réveiller son cerveau, de prendre son temps, etc. Donc, je sais pas, je pense que dans tous les cas, c'est un bon conseil. Sur le sujet du sommeil et de la fatigue, je vous renverrai un épisode qu'on avait fait dans ce podcast Encore heureux, sommes-nous condamnés à être toujours fatigués, que vous pourrez réécouter, on en parle un petit peu. Toujours sur cette question du droit à la déconnexion, c'est quelque chose qui est inclus dans la loi travail de 2016, donc normalement que dans les entreprises on est censé implémenter de plus en plus. Je vous ai juste vous donner 2-3 exemples de pratiques que je trouve intéressantes qui peuvent exister dans les entreprises. Des journées sans mail, des entreprises qui font des journées sans mail. Et parfois, il y a des grandes boîtes qui ont des pop-up qui pop sur les ordinateurs professionnels de leurs employés pour leur rappeler que ils sont pas supposés avoir plus que tant de temps d'écran, etc. Est-ce que pour vous, c'est important que l'entreprise prenne en main cette question du droit à la déconnexion ? Oui, pour moi, c'est intéressant parce que c'est toujours compliqué. On a cette sensation qu'il faut toujours être disponible. C'est une injonction quand même très forte. Grâce à ces outils, on a des messageries instantanées et on a l'impression que on peut toujours être dérangé et qu'on est toujours là pour un oui ou pour un non. Or, c'est encore une fois très important de rester concentré certains temps, de pouvoir faire des tâches, de pas être à la disposition tout le temps de tout le monde. Le fait que l'entreprise crée un climat dans lequel c'est OK d'être déconnecté, ça va quand même enlever un certain poids en termes de charge mentale, de santé mentale. Je pense que c'est pas négligeable. Et donc, c'est créer un climat. Le fait que l'entreprise ait des initiatives valide le fait qu'il y ait vraiment un droit à la déconnexion, que ce soit pas juste une ligne dans la loi, et on peut vraiment en profiter. Et c'est important, même pour aller plus loin, j'inviterais les entreprises qui veulent mettre leurs salariés dans des bonnes conditions à créer peut-être des demi-journées sur lesquelles il n'y a pas de réunion et c'est des moments où on n'est pas dérangé, pas accessible effectivement par mail ou même par messagerie instantanée, et que ce soit OK de pas toujours être connecté sur son Slack, Teams, Skype et compagnie. Et ouais, pour moi c'est vraiment important. Et en t'écoutant parler, je me dis qu'en fait, on est encore une fois au début de ces pratiques-là et que peut-être dans 10-15 ans, il sera devenu hyper impoli d'envoyer un mail après 18h à ses collègues, alors qu'aujourd'hui, moi, je reçois des mails le samedi, le dimanche, et évidemment, je n'insulte pas la personne qui me les envoie, mais c'est vrai que c'est dans le fond, c'est pas quelque chose qu'on ferait en vrai, ou alors on n'appellerait pas au téléphone quelqu'un avec qui on travaille un dimanche. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait par mail ? Toi, Lorraine, tu organises les dimanches déconnectés, tu veux bien nous expliquer en 2 mots ? Avec plaisir. Alors, c'est une initiative que j'ai lancée un peu au bout d'un certain temps de podcast. Je me rendais compte qu'il manquait une petite action pour passer dans le réel. J'aime bien donner des challenges dans chaque épisode, mais là je voulais quelque chose qui permette de passer du « ce serait bien que je déconnecte un jour » à « ok, c'est maintenant ». Donc l'idée, c'est tous les premiers dimanches du mois, créer ce rendez-vous où chacun se crée son programme de déconnexion sur mesure. Ça peut être soit juste déconnecter les réseaux sociaux ou juste un seul réseau social si on est un peu frileux. Ça peut être enlever tout. Moi, j'aime bien faire en général, c'est un dimanche sans application addictive. Donc, ça va être toutes les choses sur lesquelles je peux scroller. Ça va être Instagram, ça va être même à un moment, j'étais dans une phase Le Bon Coin, donc j'ai aussi coupé Le Bon Coin, YouTube, les séries, le streaming. Ça va être mon truc à moi, mais ça peut être, il y en a qui vont tester carrément sans écran, il y en a qui vont, voilà. Et donc, chacun se crée déjà les contours de son challenge. Et l'idée, c'est de se mettre vraiment dans de bonnes conditions. Déjà, on anticipe, on prévient les gens qu'on va pas être disponible, qu'on va pas être sur tel réseau. On désinstalle l'application si ça peut nous aider à ne pas y aller, ou alors on se programme un bloqueur pour la journée. Et surtout, le dernier conseil, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, Sabine, c'est qu'est-ce que je veux faire hors des écrans. Parce que si je coupe juste mes écrans, je vais juste paniquer pendant toute une journée et le récupérer et me dire c'est pas grave, j'arrête. Alors que si je me dis ok, quelles sont les activités où je me dis tout le temps si j'avais plus de temps, j'aimerais faire ça, j'aimerais plus lire, j'aimerais cuisiner, j'aimerais voir telle personne, jouer à tel jeu. Il y a énormément d'exemples comme ça. Je suis sûre que vous avez des activités où vous dites si jamais j'avais du temps, j'aimerais. Ce temps on l'a, c'est juste qu'on a tendance à le mettre dans un vortex dont on se rend pas compte. Et donc c'est l'occasion de réenchanter la déconnexion, réenchanter
la vie hors des écrans, parce qu'un des principaux problèmes de l'hyperconnexion, c'est qu'est-ce qu'on ne fait plus en étant tout le temps sur ces écrans. Et donc, c'est ce que j'invite à faire pour les dimanches déconnectés. C'est un rendez-vous informel, mais c'est aussi l'idée de créer ce rendez-vous pour avoir toujours ce déclic qui permette de se lancer. Alors, je voulais réagir à ce que tu disais sur tout ce temps qu'on passe sur les écrans, on pourrait le réutiliser sur autre chose. Je suis d'accord avec cette idée, et en même temps, j'ai l'impression que le temps que je passe sur Internet, enfin sur les réseaux, c'est du temps qui est assez morcelé. C'est difficile de prendre ces 3 heures de temps d'écran journalier en un grand bloc où je pourrais faire 3 heures de couture. D'autant plus que c'est des moments où, en fait, je suis pas vraiment disponible. Je suis en train d'être dans le métro, dans le lit, aux toilettes. Voilà, je vais pas apprendre jouer piano dans ces conditions-là. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on peut remplacer ce temps d'écran, en tout cas une partie du temps d'écran, par des activités qui ressemblent pas mal. Du style, si je suis dans les transports, ça va être de lire un bouquin, de faire un sudoku, je sais pas, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un peu une frustration de me dire, ce temps, ces 3 heures-là, je peux pas vraiment faire autant de choses que je voudrais. Oui, c'est vrai aussi, je suis assez alignée avec toi. Effectivement, il y a aussi ces petits temps qui sont pas accumulables, effectivement, et c'est ok aussi, mais c'est plus vrai, effectivement, ce que je dis dans ces cas-là, quand on a tendance à scroller des heures le soir ou des choses comme ça. Justement, je voudrais qu'on se demande si tous ces outils, toutes ces pistes qu'on suggère depuis tout à l'heure, et à la fois qui peuvent être des super idées, est-ce que parfois elles peuvent pas muter un petit peu en injonction ? On va en parler dans un instant. Dans cet épisode d'Encore Heureux, on se demande si on serait pas plus heureuse sans les écrans et sans les réseaux sociaux dans nos vies. Est-ce que toutes ces pistes, justement, comme le fait de se couper des écrans, de faire autre chose, d'essayer de remplacer, etc., est-ce que c'est pas une nouvelle injonction, parfois une injonction un petit peu à avoir un mode de vie parfait, où on se lèverait à 5h du mat pour méditer et faire du sport plutôt que de scroller ? Je sais que toi, Sabine, tu t'es pas mal intéressée au sujet, notamment via la question de la dopamine détox. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est la dopamine détox et puis ce que tu en penses ? La dopamine détox, ça va un peu au-delà de la partie digitale et réseaux sociaux. C'est l'idée qu'en fait, dans notre quotidien, on aurait accès à 2 types de plaisirs, à des plaisirs instantanés qui seraient faciles à atteindre, du style scroller sur son téléphone, et des plaisirs qui seraient plus difficiles à atteindre, qui demanderaient un effort, de la concentration, du style faire du sport, lire un bouquin, etc. Et aujourd'hui, dans notre vie moderne, on aurait trop accès à ces plaisirs instantanés, et du coup, on trouverait jamais la motivation à faire des choses compliquées. Donc, l'idée de la dopamine détox ou dopamine reset, c'est de se sevrer, en fait, pendant une période donnée, alors plus que pour une journée, plusieurs semaines ou plusieurs jours, pour voir ce qui se passe et pour voir si effectivement on retrouve la motivation à lire des bouquins ou faire du sport. Ça a beaucoup de succès sur les réseaux parce que c'est un peu du bon sens en fait, de se dire ok, tu passes trop de temps sur ton téléphone et si t'arrêtais. Et en fait, je trouve que ce type de discours est très culpabilisant et très moralisateur, parce que ça distingue justement la vie en des plaisirs productifs et des plaisirs non productifs. En l'occurrence, ça diabolise l'utilisation des réseaux sociaux et du téléphone parce que c'est un plaisir qui est juste du plaisir, qui n'a absolument aucune utilité. Et c'est une injonction justement à remplacer ce plaisir qui est juste du plaisir par du plaisir qui va servir à quelque chose. Typiquement, il faut apprendre ces 3 heures de temps d'écran, tu devrais les utiliser à apprendre le piano, à faire du sport, etc. Et il y a cette injonction à avoir une vie parfaite dont tu parlais, à savoir les gens qui font de la dopamine détox vont montrer une vie où ils vont se lever à 5h du matin, prendre une douche froide et ensuite faire du sport, ce qui est en fait très austère et ce que personne va faire sur la longue durée. C'est finalement très contre-productif parce que le temps d'écran, en fait, c'est aussi de la détente. Donc on peut remplacer ce moment de détente que par une autre détente. On ne peut pas être 100% productif tout le long de la journée, quoi. D'autant que j'ai l'impression que la dopamine détox est souvent proposée comme un outil quasiment médical, scientifique, en réalité qui n'est pas du tout étayé par la science. On va pas forcément mieux après une dopamine détox. Oui, pas du tout. En fait, alors dans ma vidéo, j'avais eu la chance de discuter avec Jérémy Naudet, qui est neuroscientifique, qui m'a expliqué en fait comment fonctionnait la dopamine, etc. Déjà, on peut pas se détoxer de dopamine. C'est pour ça que des gens parlent plutôt de reset. Il y a beaucoup de simplification de ce qu'est la dopamine dans ce type de discours. Il y a surtout l'idée que la dopamine, ce serait un élément indépendant
dépendant de ta volonté ou un truc déterministe et que tu pourrais en fait hacker ton cerveau et devenir une personne surhumaine. En réalité, ce que me disait Jérémy Naudet, c'est que la dopamine, elle est liée à ce qui te fait plaisir, et ce qui te fait plaisir, c'est lié à ta personnalité, en fait. Donc, si tu passes autant de temps à scroller au lieu de lire un bouquin, peut-être que c'est juste que t'aimes pas lire des bouquins. Et il faut que t'acceptes et que tu remplaces ton temps d'écran par un truc qui te fait plus plaisir. Je trouve ça très déculpabilisant et c'est ce que je garde de ma vidéo. Ces discours qui consistent à dire oh là là, fais autre chose que scroller sur Instagram, c'est des discours qui touchent particulièrement les jeunes. On a souvent une image des jeunes comme des personnes qui seraient un peu abruties comme ça dans leurs écrans. Est-ce que toi, Lorraine, en tant que digne représentante de la Gen Z, mais aussi en tant que personne qui a beaucoup de contact avec des ados, tu témoignes de ça, ou est-ce que au contraire, tu as l'impression que les jeunes sont quand même conscients de leur relation aux écrans et aux réseaux? C'est assez intéressant de discuter avec des jeunes. En plus, ils en discutent assez spontanément parce que c'est mine de rien un gros sujet aussi dans leur quotidien. Et on voit que y a différents types de profils. Évidemment, il va y avoir le profil un peu cliché du jeune qui passe 7 heures par jour et qui dort 3 heures par nuit, qui dit non, moi je suis ok avec ma manière de consommer. Mais il y a aussi, j'ai vu le contraire, le paradoxal du jeune qui avait décidé de braver les normes sociales et qui avait un dumb phone, donc un téléphone type Nokia 3310 comme téléphone. Et puis il y a tout un tas d'adolescents, je dirais la majorité à qui j'ai parlé, qui se rendent compte qu'ils ont du mal à contrôler, qu'ils aiment passer du temps mais qu'ils aiment pas passer autant de temps, que parfois ils voudraient juste réussir à faire leurs devoirs et en fait ils y arrivent pas parce que c'est trop tentant d'aller sur les réseaux sociaux. Et donc ce que je constate plus, c'est une envie de bien faire. Parfois il y a une grosse culpabilité aussi par rapport aux parents parce qu'on voit bien qu'on n'a pas le comportement qu'on voudrait nous, qu'on voudrait pour rendre nos parents fiers, qu'on voudrait pour avoir des bonnes notes, qu'on voudrait pour plein de choses. Et du coup c'est plutôt un sentiment d'être démuni, d'être beaucoup de culpabilité encore une fois face à ces comportements, alors que tout est fait pour qu'ils ressentent cette envie de se connecter. Et du coup, comment est-ce qu'on peut les accompagner? Daniel, qu'est-ce que tu conseilles pour accompagner ces ados au mieux sans forcément que ce soit sur la culpabilité? Il y a des règles assez classiques qui ont été données par exemple Serge Tisseron ou Sabine Duflo. Il y a les règles par rapport aux écrans chez les tout petits enfants. Donc il y a pas d'écran avant 3 ans. Ça, c'est une des grandes bases sur la plupart des scientifiques sont d'accord avec ça. Ensuite, on essaie de faire un maximum de temps d'écran accompagné. Donc si votre enfant a entre 3 et 6 ans, vous pouvez faire 20 minutes, une demi-heure. Après, entre 6 et 9 ans, c'est plus 1 heure. Et l'idée, c'est de faire des choses accompagnées. Chez les adolescents, c'est un peu la même chose. C'est de faire quelque chose d'accompagné, donc de jouer avec ses enfants à un jeu vidéo ou sur l'écran ou sur leur téléphone ou sur une console. Comme ça fait quand même du temps de partager. Ou alors de parler de ce qu'on a fait. Tiens, j'ai scrollé pendant 1 heure. En fait, qu'est-ce que tu as retenu de ton contenu? Donc, ça permet à la personne de dire, OK, je scrolle pendant 1 heure, il n'y a aucun problème. Mais par contre, j'essaye de voir ce que j'ai pu retenir, parce que des fois on retient des choses qui sont intéressantes et on peut en parler à plusieurs. Il y a l'éducation qu'il faut aussi avoir par rapport aux écrans, c'est-à-dire tout est fait pour qu'on passe du temps dessus. Donc il y a plusieurs scientifiques derrière les applications, il y a plusieurs personnes des prix Nobel qui ont créé ces choses-là. Donc c'est pas nous avec notre seul petit cerveau face à des dizaines de personnes qui ont créé ces applications, on va pas réussir à leur résister. Et expliquer ça aux enfants ou même aux adultes, je pense que c'est important. Ça permet encore une fois de déculpabiliser et de dire en fait je peux pas gagner, c'est impossible que je gagne. Donc venez, on met des règles en place pour s'empêcher de se faire hacker, de se faire attraper par ce vortex là, parce qu'il est beaucoup trop fort. Donc on le met dans une autre pièce où on regarde ensemble et où on se dit tiens, toutes les 10 minutes on se met une petite alarme pour arrêter de regarder et ainsi de suite. Donc je pense que les différents conseils c'est ça, c'est du temps d'écran partagé, mettre des règles en place bien strictes, surtout quand il y a des enfants ou des adolescents, parce que le cerveau est en pleine construction. On a le cortex préfrontal qui est la partie du cerveau de la volonté qui fait que on arrive moins à mettre de barrières, et donc le fait qu'il y ait un adulte ou un parent qui vienne nous dire qu'on définisse avant les limites, ça aide. Donc c'est important aussi de mettre des limites à vos enfants et à vos adolescents. C'est pas pour les punir, c'est pour les aider au contraire. Je voudrais rebondir là-dessus. Je suis complètement d'accord avec tous les conseils. Et donc il y a vraiment ce truc moi aussi que je constate en discutant avec les ados, c'est que en leur expliquant effectivement les mécanismes, en expliquant un peu tous ces méchants GAFAM, donc géants du numérique, et tout ce qu'ils peuvent mettre en place en trouvant des supports. Il y a aussi même des youtubeurs qui peuvent en parler. Il y a des gens qui prennent la parole des différents médias. Il y a
la mini-série Dopamine de Arte qui est super, que je conseille de regarder aussi en famille. C'est vraiment des tout petits épisodes. Et ça permet aussi de mettre l'adolescent dans une reprise de pouvoir, effectivement, je vais arrêter de culpabiliser, ok. Par contre, là, on me manipule. Non, ok, je vais me mettre dans une démarche active de retravailler ça. Je comprends le mécanisme. Et dans ce cas-là, le parent devient un allié, alors que si on se repose que sur le contrôle parental, on va être sur un échec total. C'est très facile à pirater pour un adolescent. Pour terminer, je voudrais qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que Internet a fait de nous en tant que personne. Et c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, genre depuis que j'ai Instagram, donc ça doit faire à peu près depuis 2012 ou 2013, donc un petit peu plus de 10 ans, je vois bien que au-delà de ma personnalité de la vie de tous les jours avec mes amis, j'ai aussi une sorte d'avatar en ligne. Donc il y a une sorte de Camille qui existe comme ça sur les réseaux, que j'espère proche de qui je suis en réalité, mais qui parfois n'est pas complètement. Est-ce que pour vous, le fait alors tout le monde n'a pas de réseaux sociaux et ne passe pas sans doute comme moi 5 heures par jour sur Instagram, mais est-ce que ça a quand même une influence sur nous et est-ce que ça peut avoir une influence sur notre santé mentale ou plutôt sur notre perception de nous-mêmes en fait? Ce que je veux dire par là, c'est que parfois j'ai l'impression que j'existe plus en tant que moi-même sur les réseaux que dans ma vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? Avant que je crée du contenu, je faisais rien sur les réseaux, ce qui est assez paradoxal. Et quand j'ai commencé à créer du contenu, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait 2 personnes différentes. Il y avait moi, Sabine de la vie quotidienne, on va dire, et Sabine des réseaux sociaux. Et c'était vraiment 2 personnes distinctes, si bien que j'ai même pu parler de moi de public à la 3e personne. Ça m'est déjà arrivé. Et au début, j'étais très mal à l'aise quand des gens me reconnaissaient dans la rue ou quand des copains à moi me parlaient de mes vidéos, parce que je me disais, mes 2 identités s'entrechoquent, c'est horrible. Et maintenant, ça me fait un peu moins ça parce que j'ai l'impression que je suis un peu plus spontanée en ligne, donc il y a un peu plus de moi. Et d'ailleurs, mes copains me l'ont dit, ils m'ont dit, on te reconnaît un peu plus. Mais en même temps, je pense que c'est important, en tout cas en tant que créatrice de contenu, d'avoir ces 2 identités. Parce que on a le droit de me détester en ligne, on a le droit de détester la Sabine qui fait des contenus, mais ça va pas m'impacter moi en fait. Je reste une bonne partenaire, une bonne sœur, amie, etc. Et je pense que c'est important pour ma santé mentale en tout cas. On parle de plus en plus de parasocial. Donc, c'est-à-dire, le parasocial, c'est le fait qu'on a des relations unilatérales avec des influenceuses. Mais en fait, avant ça, le terme, il existe depuis bien plus longtemps. Des actrices de cinéma, des acteurs, des chanteurs, enfin, des gens célèbres, plus ou moins célèbres. Bon, il y a de plus en plus influenceuses. Donc, on a de plus en plus de mini-liens parasociaux. Et est-ce que, pour vous, ça peut avoir un impact négatif? Est-ce que, par exemple, c'est vrai que moi, j'ai des gens que je suis sur Instagram depuis des années et je connais leur vie, le nom de leurs chiens, le nom de leurs enfants. Je peux vous dire à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Léna Situation par exemple. Est-ce que c'est mauvais pour ma santé mentale? Est-ce que j'ai un problème, Daniel? On a le droit d'être groupie, il n'y a aucun problème. On a le droit d'être fan de quelqu'un, même si cette personne n'est même pas au courant qu'on est fan d'elle, parce qu'elle a vu ce qu'on a fait, elle a vu l'image qu'on avait sur un réseau social ou sur quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça peut nous aider, même avoir des personnes qu'on met sur un piédestal. C'est assez intéressant parce que ça peut nous pousser justement à devenir meilleur, parce qu'on a envie d'atteindre quelque chose. Il y a quelque chose qu'on aime bien chez cette personne, donc c'est quelque chose que nous on apprécie et qu'on apprécie chez cette personne et qu'on aimerait développer un peu plus. Donc le fait de le voir, d'en reparler, d'être fan de cette personne, on peut y arriver au fur et à mesure. Je me retrouve à faire un podcast ici parce que je suis fan d'une podcasteuse, Victoire Tuaillon, et donc du coup je me suis dit waouh, je suis allé la suivre, je suis allé écouter ce qu'elle faisait, et donc du coup après je suis rentré en contact avec elle et c'est pour ça que je me retrouve ici. Je dis donc on peut être groupie totalement. Les coulisses de la présence de Daniel encore heureux en exclusivité ce soir pour vous. L'idée c'est d'être très modéré dans sa groupie attitude. N'allez pas suivre les gens, ne leur envoyez pas plein de courriers, n'essayez pas de dormir devant leur maison et ainsi de suite parce que c'est puni par la loi. C'est très dangereux et là il y a un problème dans la santé mentale. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est aussi ça que permettent les réseaux. Moi par exemple, à une toute petite échelle, il y a des gens qui m'envoient un message par jour, qui n'est pas un message méchant, c'est juste un commentaire par jour. Et en fait, c'est très bizarre en fait de recevoir, d'avoir chaque jour une personne comme ça qui arrive dans vos DM. Si bien que parfois je me suis retrouvée à bloquer des gens, non pas que
que la personne était ni insultante ni étrange, à part cette super présence-là, qui n'existerait pas en réalité dans la vraie vie. Est-ce que, en fait, on n'est pas tous un peu bizarres sur les réseaux? Est-ce qu'on se met... Parce que je suis sûre que cette personne, dans la vraie vie, elle est tout à fait normale, mais voilà, qu'est-ce qui fait j'ai l'impression que ça nous permet d'avoir des comportements un peu étranges, quoi. C'est sûr que sur les réseaux, on est quand même très différents et c'est parfois à déplorer, hein, mine de rien. Le harcèlement, par exemple, ou les commentaires désobligeants, tu dis, mais jamais de la vie dirait ça à sa boulangère ou à la poste, quoi. Donc, il y a des gens qui ont un alter ego, effectivement, sur les réseaux. Je sais pas si ça nous rend tous méchants. C'est une question intéressante. Je sais pas si vous avez des alter ego méchants. Moi, je sais que je suis incapable de mettre un pouce vers le bas sur YouTube. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant et que on parlait des régulations politiques. Ce serait peut-être pas mal qu'il y ait moins cette notion d'alter ego, qu'il y ait plus cette éducation à avoir une personnalité cohérente entre notre personnalité en ligne, nos comportements en ligne et nos comportements dans la vie. Que ce soit des choses peut-être qui soient évoquées à l'école dans sa vie numérique. Il y a peut-être actuellement une trop grosse différence entre certaines personnalités en ligne et en vrai. Mais d'autant que j'ai l'impression que c'est une différence qu'on prend comme acquise. Par exemple, moi, je connais des gens sur Twitter qui sont hyper hargneux politiquement, mais voilà, qui vont se moquer des gens, voilà. Et en fait, ça va être un peu leur petit personnage de Twitter. Et après, tout le monde a l'air de trouver ça normal que quand ils repartent dans leur vie, ils soient pas comme ça. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut être hyper hargneux sur Twitter pendant 3 heures et après être un bisounours dans sa vie. Est-ce que c'est vraiment possible, en fait? C'est qu'il y a un petit gremlin en nous et que il y a de la colère, où il y a des choses qu'on s'autorise à exprimer à ce moment-là parce que justement, on est caché derrière un alter ego, derrière un pseudo, derrière Internet. Et donc, on se permet peut-être des choses. Il y a des moments, peut-être qu'on le fait dans la vraie vie, mais que vous n'êtes pas au courant. Ou alors, les gens le font, mais ils se défoulent d'une autre façon. Mais je pense que oui, il faudrait quand même responsabiliser les gens de ce qu'ils font sur Internet parce qu'il y a quand même des impacts énormes. Le cyberharcèlement et ce genre de choses, il y a des impacts sur les gens et donc il faut pas que ce soit complètement neutre. Et il y a des procès qui sont gagnés par des personnes qui ont été cyberharcelées. Donc, ça montre que il y a pas l'État arrive à ne pas totalement différencier la personne morale de la personne sur Internet. Il y a un truc avec le numérique, c'est que ça paraît complètement impalpable. On dirait qu'on écrit des mots et que ça va dans le cosmos. Sauf que non, il y a des vrais gens derrière et ça va avec ce que tu viens de dire, Daniel. Et il faut pas l'oublier. Il faut rester dans cette logique-là. Et heureusement, les lois vont dans le sens de renforcer cette justice contre le cyberharcèlement et de vraiment renforcer cette protection-là. Mais ouais, c'est un vrai sujet. Je crois que il me semble, Sabine, que à l'occasion de la sortie d'une vidéo, toi, t'avais pu avoir une vague de, je sais plus, de trolls ou de. Est-ce que en 2 mots, tu peux expliquer ce que ça fait pour que les gens comprennent bien aussi ce que ça fait quand on de la hargne en fait sur Internet? C'est pas agréable du tout. Hein. Heureusement, ça m'est vraiment pas beaucoup arrivé par rapport à certaines de mes collègues. Et la vidéo était restée que quelques heures en ligne, mais effectivement, dès le début, en fait, c'était une avalanche de commentaires et ça allait. C'était pas sur mon propos, en fait, c'était sur mon physique. Notamment, on me disait que j'avais les lèvres sèches et ça m'a vraiment choquée. Et depuis, je mets du labello à chaque début de vidéo en me disant c'est bon. Mais ouais, c'était surtout et n'importe quoi sur des tics de langage que j'avais et tout. Et je me suis dit, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais fait ce qu'il faut jamais faire, mais j'avais désactivé les commentaires. Donc ça se répandait comme une flaque d'eau dans mes autres vidéos. Donc ils commentaient des vidéos qui n'avaient rien à voir pour parler de la vidéo que j'avais désactivé les commentaires. Et quand j'avais mis en privé la vidéo, on m'envoyait des DM sur Instagram. Et je me suis dit, ouais, c'est une fuite d'eau, quoi. Comme une fuite d'eau, c'est très désagréable. Mais honnêtement, c'était ma seule expérience désagréable avec ça par rapport à des collègues qui ont eu des choses beaucoup plus horribles, quoi. On peut peut-être rappeler que les youtubeuses sont évidemment beaucoup plus victimes de ce genre de comportement que les youtubeurs. Donc, chers auditeurs, si vous êtes du genre à vous répandre dans les DM des gens en insultes, arrêtez. Pour terminer, j'aimerais bien me tourner vers la salle. Je pense qu'on a le temps pour 2 questions. Bonsoir. Moi, tout ça m'interroge pas mal sur la notion de silence. Qu'est-ce que ça fait à la santé mentale de ne jamais être dans le silence? Tu parlais de regarder des séries dans ta douche. Ça me parle vachement, tout ça, les podcasts, les contenus, tout ça, ça nous envahit partout. Qu'est-ce que ça nous fait? On n'a pas d'études par rapport à ça, mais je parlais d'une psychologue avant qui s'appelle Sabine Duflo qui propose les 4 pas, les 4 interdits par rapport aux enfants, mais ça marche aussi chez les adultes. Hein. C'est pas d'écran le matin, donc parce que en fait ça entraîne une meilleure concentration à l'école. Pas d'écran au repas parce que ça permet plus de communication en fait. Pas d'écran le soir avant de s'endormir parce qu'il y a un meilleur sommeil et pas d'écran dans la chambre parce que ça permet d'être seul avec soi-même. Et le fait d'être seul
seul avec soi-même, c'est très angoissant, ça fait remonter beaucoup de choses et c'est très difficile, mais c'est une chose très importante à mon avis, ça permet de savoir exactement qui on est. Quand on n'est pas sous l'emprise d'alcool, quand on n'est pas sur des réseaux, quand on n'est pas avec un podcast, quand on est juste seul avec soi-même, il y a un moment donné, on commence à réfléchir à ce qu'on a envie, ce qu'on apprécie, ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait, et puis ça permet d'avancer sur qui on est. Je pense que c'est assez important cette partie-là, mais je suis pas sûr qu'on arrive à étudier ça d'un point de vue scientifique. C'est pour ça que quand on est sous la douche sans série, on a ses meilleures idées en général. Tu regardes vraiment des séries sous la douche, Lorraine ? Alors, je l'ai fait une fois, alors que vraiment, j'ai mis mon Mac à 2000 balles, là, si près de l'eau, ça n'avait aucun sens. Et là, ça a été le déclic, je me suis dit, bon, peut-être que là, c'est allé un petit peu loin. Moi, je voulais avoir votre avis / conseil par rapport à la comparaison en ligne, parce que moi, je remarque, et j'essaie d'arrêter, mais je remarque que quand je suis sur Instagram, parfois ça me fait du bien parce que justement, j'entraîne mon algorithme, etc. Mais parfois, je vois des créatrices de contenu ou même des amis qui posent des choses sur leur vie, et je me retrouve à moi me comparer, à me dire est-ce que là, je vis la vie que j'ai envie d'être, je me sens parfois avec des injonctions par rapport au sport, à me lever tôt le matin, etc. Quels sont un peu vos avis pour contrer ce sentiment, si jamais vous avez déjà eu à vivre ça? Non, mais je suis d'accord avec toi, j'ai la même chose, et d'autant plus en tant que créatrice de contenu, quand je scrolle sur les réseaux, je me dis truc muche, tellement productive, et ça me fait culpabiliser, mais c'est un peu bateau, mais il faut garder en tête que tout ça est une mise en scène. Et parfois, j'ai été très étonnée de découvrir ces personnes dans la vraie vie et de me rendre compte qu'en fait, elles sont, je sais pas, elles ont des problèmes pour avoir des collabs comme moi. Et en fait, elles se comparent elles-mêmes à moi. Et du coup, en fait, tout ça est une mise en scène et tout le monde culpabilise dans son coin, en fait. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment le cas. Je sais pas si ça t'aide. Non, en fait, c'est intéressant pour moi, je trouve aussi, de rationaliser, de prendre du recul. Mais comme tu disais, à partir du moment où on y est exposé, inconsciemment, on est quand même en train de se comparer et on est quand même en train de mal le vivre. Donc, comme je disais, éduquer son algorithme et puis pas hésiter à faire des coupures quand c'est des moments où on va déjà pas bien. Peut-être que les réseaux sociaux, c'est pas trop le moment d'y aller. En fait, c'est un peu dommage parce que ça peut être une fuite. Mais si on en ressort de cette session de scroll plus mal qu'avant, peut-être qu'il vaut mieux aller regarder une série doudou qui demande pas beaucoup plus d'efforts, ou un Disney dans lequel on peut être concentré dans notre bulle pendant 1h30 et voilà, et se protéger, quoi. Mais c'est compliqué parce que c'est vraiment à la responsabilité de l'usager de faire attention à ce qu'il va voir, de l'utilisateur de faire attention à ce qu'il va voir. Donc ouais, je te conseillerais de continuer à éduquer ton algorithme et peut-être des fois de déconnecter et d'aller plutôt lire un bon livre dans ces cas-là. Et ouais, malheureusement, les réseaux comportent leur lot de contenu auquel on veut pas forcément être exposé, et j'ai pas de meilleur conseil que ça à apporter. Je rajoute un truc, je pense qu'il faut normaliser le fait de unfollow des gens, y compris tes propres amis. Ouais. Et alors des fois c'est un peu gênant, mais juste ne plus afficher les stories, ça fait du bien, et je l'ai fait et je ne regrette pas. On peut continuer à follow effectivement et masquer les stories. Elles ne le sauront pas que tu avais vu les stories. Voilà, ça c'est vraiment un super conseil. C'est vrai que c'est unfollow, ça veut dire quelque chose aujourd'hui. Quelqu'un qui vous unfollow, moi ça m'est déjà arrivé de me rendre compte que quelqu'un m'avait unfollow, que j'aimais bien par exemple, et je l'ai vraiment pris comme la fin de notre amitié, alors que vraiment c'était pas du tout le cas. Et je trouve que du coup effectivement vraiment ça m'a souvent conduit à avoir des conversations en disant mais en fait pourquoi m'as-tu unfollow, et en fait parfois c'est parce que tu saoules les gens, parfois c'est pour totalement d'autres raisons, parfois la personne a cliqué sans faire exprès, selon elle. Oui. J'ai décidé d'y croire. Mais voilà, c'est marrant de dire qu'en fait on attache énormément d'importance à cette chose-là. Par rapport à la question du double numérique, je me demandais pourquoi, alors que les réseaux sociaux sont faits pour qu'on se rencontre entre nous et qu'on puisse parler de qui on est, comment on est, pourquoi c'est aussi viscéralement difficile de produire une image de soi qui est un peu proche de la réalité. Autant dans mon quotidien, j'ai l'impression d'être assez naturel et transparent avec mes amis, autant sur Internet, je trouve que c'est très difficile, et j'ai des amis qui... moi, je sais que c'est très difficile à Noël, je passe toujours une mauvaise période à Noël, et je vois toujours les stories incroyables de gens qui passent des week-ends en famille exceptionnels. Et un jour, j'ai écrit à un ami en disant « Ouah, ton Noël avait vraiment l'air incroyable, t'as passé un trop bon moment ». Il m'écrit « Pas du tout, c'était horrible, Ritz ». Et je dis, mais tu me l'as dit tellement naturellement, pourquoi tu produis cette image de toi sur Internet? Et j'ai l'impression que viscéralement, il y a un truc qui fait via l'écran qu'on n'arrive pas à transmettre qui on est, alors que c'est fait pour ça, c'est fait pour parler de soi et rentrer en contact. Et je sais pas pourquoi.
pour moi, il faut pas montrer sa vulnérabilité sur Internet. Peut-être que je vais paraître radicale, mais parfois ça aide quand je vois certains créateurs de contenu ou créatrices de contenu qui disent des choses vulnérables. En fait, ça me nourrit intellectuellement. Mais vraiment, je pense que c'est dangereux de montrer sa vulnérabilité sur Internet pour plein de raisons. Parfois, on dit des choses, on donne des pistes de violence envers nous, en fait. C'est un peu c'est un peu radical ce que je dis, hein, mais moi, jamais je me montrerai vulnérable sur Internet. Il y a des fois, j'ai envie de le faire, de me dire peut-être que là, je participe justement à une très belle image de moi, mais vraiment, je pense que c'est dangereux de faire ça, ou alors il faut le faire vraiment avec parcimonie. Et si jamais on se rend compte qu'on est en train que la réalité de notre quotidien, elle est beaucoup trop idéalisée sur Internet par rapport à ce qu'on vit vraiment, je pense que plutôt que de dire la vérité, il vaut mieux ne rien dire, en fait. Voilà, c'est peut-être un peu radical. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est mon opinion. Il y a le livre de Constance Villanova qui vient de sortir, qui s'appelle Vivre pour les caméras, qui raconte un peu cette influence qu'a eu la télé-réalité sur nos usages, et notamment sur nos usages des réseaux sociaux, et notre façon comme ça de nous mettre en scène de plus en plus. Et elle parle notamment de certaines influenceuses qui, en choisissant de montrer leur vie réelle, parfois elles se retrouvent dans des situations du genre, je sais pas, leur bébé tombe malade. C'est une situation qu'elle raconte vraiment dans son livre. Et en fait, elles se retrouvent à devoir montrer l'hôpital, le bébé malade, parce qu'en fait, sinon, leurs usagers vont vont comprendre qu'il se passe quelque chose. Enfin, voilà. Donc, effectivement, moi, je te rejoins. Il y a aussi quelque chose de bizarre à se dire comme ça, je vais un peu décharger ma vraie vie sur les réseaux, quoi. Et puis, les gens vont donner leur avis aussi, en fait. Et parfois, c'est un sujet qui est sensible. Si t'as passé un mauvais Noël, t'as une relation compliquée avec ta famille, et des gens, ils vont venir donner leur petit avis. Ça peut être très violent, en fait. Donc, ouais, j'ai un avis peut-être un peu radical là-dessus. Mais... Je trouve ça intéressant, ton point de vue. Moi, ce que je me dis, c'est quand tu dis pourquoi est-ce que on est comme ça, par exemple, là, nous, on est 4 devant vous, on est sous des projecteurs, comme quand on s'expose sur Internet, on va pas venir au plus mal, pas coiffé, être là à dire il faut que j'assume ma cellulite, et donc je vais me mettre comme ça. Enfin, il y a une injonction inverse à être sur-authentique, comme si on était avec nos meilleurs potes ou au saut du lit, qui est pas non plus nécessaire en ligne. Après, il y a un juste milieu à trouver, encore une fois. Peut-être que c'est pas nécessaire. Moi, par exemple, je suis pas pour des comptes qui vont évidemment retoucher au maximum leurs photos et vendre une encore plus fausse réalité qui est au-delà de la mise en scène. Donc il y a un équilibre à trouver avec ça, mais effectivement, c'est encore une fois, faut garder en tête qu'il y a beaucoup de paraître et que c'est intéressant de suivre des comptes qui vont être plus authentiques, ou des comptes, là tu parlais de Léna Mafouf, Léna Situation. Je trouve ça intéressant de la voir au max, super maquillée, vraiment en défilé de mode, et après au saut du lit complètement. Je suis d'accord avec toi. Mais je comprends que tout le monde n'est pas à s'exposer comme ça. Et en fait, si vous vous exposez votre vous véritable que pour vos amis proches, c'est ok aussi. Enfin, on n'a pas à être 100% authentique avec tout le monde tout le temps, en fait. C'est vrai qu'il y a un truc paradoxal, c'est que moi, j'attends des influenceurs ou influenceuses que je suis cette authenticité, cette vulnérabilité, en fait, parce qu'il y a un truc parasocial de l'intimité, quoi. Je sais pas, peut-être que je suis paradoxale là-dessus. Très bonne question, en tout cas. J'y réfléchirai. Ça soulève les foules. Ouais. C'est sur cette question qu'on conclura. J'imagine que nos usages vont encore être amenés à évoluer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurène Le Gall, Sabine, Daniel Batoula. Merci beaucoup, cher public, et merci à la Gaieté Lyrique de nous avoir accueillis pour cet enregistrement. Chers auditeuristes, pensez à vous abonner à Encore Heureux et à nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. On se retrouve sur Instagram. Je vous l'ai dit, je passais beaucoup de temps sur Instagram. @Encore Heureux Podcast, sur le site de Binge Audio, binge.audio. L'émission a été réalisée par Quentin Bresson et produite par Charlotte Bex. Merci beaucoup.